Bonjour, chers amis. Saviez-vous que près de 95% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés? Si vous aimez ces histoires, je vous invite à appuyer sur le bouton s'abonner et à laisser un like. Cela m'aide énormément. Merci d'être là, d'ailleurs. Au fait, d'où regardez-vous cette vidéo? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Il était 23h47 lorsque le dispatch m'a envoyé la demande de chargement. Cela aurait dû être mon premier avertissement. Rien de bon ne vient jamais d'une offre de dernière minute, surtout lorsqu'elle vous envoie sur des routes secondaires dans l'ouest de la Pennsylvanie. Mais le tarif était décent, et le paiement de mon camion était dû. J'ai accepté. 42 000 livres de tuyaux industriels, d'une usine abandonnée près de Pittsburgh à un centre de distribution à Wheeling. Un trajet direct, 5 heures si je ne m'arrêtais pas. De l'argent facile, ou du moins, c'est ce que je croyais. Je m'appelle Ryland Mercer, et je parcours ces routes des Appalaches depuis près de 12 ans. Je connais chaque aire de repos, chaque station-service, chaque raccourci entre la rivière Ohio et les montagnes Allegheny. Je sais où les policiers aiment se cacher avec leur radar. Et je sais quelle route gèle en premier lorsque la température chute. Ce que je ne savais pas, cette froide nuit de novembre, c'est que certaines routes en Pennsylvanie ne sont pas faites pour être trouvées. Je suis parti du quai de chargement peu après minuit. L'usine était l'un de ces lieux tristes et imposants, en ruine depuis les années 80, tout en métal rouillé et en fenêtres brisées. L'équipe qui a chargé ma remorque travaillait en silence, comme des fantômes sous les lumières vacillantes des néons. Ils m'ont fait signer les papiers sans me regarder. Et lorsque j'ai demandé le meilleur itinéraire pour Wheeling, le contremaître a simplement pointé vers le sud et m'a dit de suivre mon GPS. Quelque chose dans sa voix m'a fait frissonner, mais j'ai haussé les épaules. Les villes fantômes ont leur propre mélancolie, surtout celles qui sont déjà mortes. La première heure s'est bien passée. J'ai pris la route 51 vers le sud, regardant les lumières de Pittsburgh s'éteindre dans mes rétroviseurs tandis que la route grimpait dans les collines. La circulation était légère, quelques voitures et un camion occasionnel allant dans la direction opposée. La cabine était chaude. Le moteur tournait rond. Et j'avais un thermos de café de station-service, seulement légèrement imbuvable. Je me suis installé dans ce rythme confortable que donne minuit sur la route, où vos mains connaissent le volant et vos yeux balaient les rétroviseurs sans y penser. Vers 1h30 du matin, mon GPS a annoncé un itinéraire plus rapide. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai vu qu'il voulait que je prenne une sortie dans 2 miles, coupant par une route de comté qui me ferait gagner 20 minutes. L'itinéraire semblait détourné, serpentant à travers les montagnes au lieu de suivre la vallée, mais 20 minutes, c'est 20 minutes. J'ai mis mon clignotant et j'ai pris la sortie, laissant derrière moi les derniers réverbères et les rares stations-service. La route de comté était étroite, à peine assez large pour que ma remorque ne frôle pas les arbres des deux côtés. Le revêtement était ancien, fissuré par les gelées qui faisaient trembler toute la remorque tous les quelques centaines de mètres. Pas de ligne centrale, pas d'accotement, juste un tunnel sombre de branches nues au-dessus de moi et la lueur blanche de mes phares perçant la nuit de novembre. J'ai vérifié mes rétroviseurs par habitude et je n'ai vu que des ténèbres derrière moi. Aucune autre circulation, aucune lumière de ferme lointaine, rien que la lueur rouge de mes propres feux arrière réfléchis dans les arbres. Après environ 15 minutes sur cette route de comté, mon GPS m'a indiqué de tourner à droite sur ce qu'il appelait la Backbone Ridge Highway. Je n'en avais jamais entendu parler, ce qui était inhabituel. Je me vante de connaître ces montagnes, mais il y a toujours quelques routes secondaires qui restent à l'écart des itinéraires principaux. Le virage était marqué par un panneau vert délavé, couvert de mousse et de crasse, que je pouvais à peine lire. Le panneau indiquait le Backbone Ridge Highway, mile 0, et en dessous, en lettres plus petites, itinéraire alternatif, à utiliser avec prudence. J'ai tourné, et immédiatement, la route a changé. Le revêtement était différent, plus ancien, avec cette surface en béton lisse qu'ils utilisaient dans les années entre 30 et 40. La route était plus large que la route de comté, conçue pour 2 voies avec assez d'espace pour que les véhicules se croisent. Mais quelque chose n'allait pas. Il n'y avait aucune maison le long de cette autoroute, aucune allée, aucune boîte aux lettres, aucun signe de présence humaine. Juste la route coupant à travers une forêt dense, grimpant toujours plus haut dans les montagnes à chaque mile parcouru. Mon GPS montrait que j'étais sur la bonne route, avec une heure d'arrivée estimée à Wheeling à 6h15. Mais l'itinéraire à l'écran semblait étrange, comme si la route me faisait faire un grand arc qui ne correspondait pas à la ligne droite que je devrais suivre. J'ai tapé plusieurs fois sur l'écran, pensant que la carte buguait,
mais il insistait pour dire que c'était le chemin le plus rapide. Le petit point bleu représentant mon camion rampait le long d'une fine ligne grise qui semblait traverser une zone où aucune autre route n'existait. Au mile 12, j'ai vu la première chose étrange. Un panneau historique se dressait au bord de la route. L'un de ces panneaux bruns avec des lettres blanches que les gouvernements d'État installent pour commémorer l'histoire locale. Mais lorsque mes phares ont balayé le panneau, j'ai pu voir que le texte était si effacé qu'il en était illisible, et le poteau penchait comme s'il était là depuis 50 ans sans entretien. J'ai ralenti pour essayer de le lire, mais les mots étaient trop pâles, et j'étais déjà passé avant de pouvoir distinguer plus que quelques lettres. La route continuait de grimper, serpentant à travers des coupures dans la roche où les constructeurs avaient dynamité la montagne plutôt que de la contourner. Les coupures étaient profondes, avec des parois de pierre nues de chaque côté qui s'élevaient à 20 ou 30 pieds au-dessus de la route. L'eau suintait des fissures dans la roche, laissant des taches sombres et des plaques de glace là où le soleil ne parvenait jamais. Mes phares ont capté le scintillement des cristaux de glace et la cascade gelée accrochée à la paroi rocheuse. Au mile 18, j'ai passé la première structure abandonnée. C'était un bâtiment en pierre en retrait de la route, peut-être un ancien péage ou une station de maintenance. Le toit s'était effondré depuis des années, ne laissant que 4 murs et des cadres de fenêtres vides qui regardaient la route comme des yeux creux. Des lianes avaient grimpé sur les murs, et de petits arbres perçaient ce qui avait autrefois été le sol. En passant, mes phares ont éclairé l'intérieur pendant un instant, et j'aurais juré voir des traces de pneus fraîches dans la terre à l'intérieur du bâtiment, mais cela n'avait aucun sens car il n'y avait aucun moyen d'y entrer, et les traces ont disparu avant que je ne puisse regarder à nouveau. Au mile 23, j'ai vu le premier panneau indiquant l'entrée d'un tunnel. Le panneau était ancien, avec cette forme de bouclier distinctif des années 40, et la peinture s'était estompée en un beige terne. Tunnel à 3 miles, éclairage obligatoire, interdit aux véhicules lourds. J'ai senti mon estomac se nouer en lisant cette dernière partie. Interdit aux véhicules lourds signifiait interdit aux camions comme le mien, mais mon GPS indiquait toujours cet itinéraire comme actif, comptant les miles jusqu'à Wheeling, promettant que j'arriverais à l'heure. J'ai saisi mon combiné CB et j'ai essayé le canal 19, le canal principal des routiers. Ici Rilland-Mersey, sur la Backbone Ridge Highway. Quelqu'un connaît cette route? Le silence m'a répondu, épais et lourd comme le bruit de la pluie sur un toit en métal. J'ai essayé le canal 17, puis le canal 9, le canal d'urgence. Rien que des parasites sur chaque fréquence, et sous les parasites, un bourdonnement bas qui aurait pu être une interférence électrique ou autre chose. L'entrée du tunnel est apparue au mile 26, et j'ai senti mon souffle se bloquer en la voyant. Le portail était massif, assez grand pour 2 voies de circulation. Construit à partir d'énormes blocs de pierre taillés qui avaient noirci avec l'âge jusqu'à la couleur du sang séché, l'entrée était encadrée par une arche en béton avec un style art déco, le genre d'ingénierie qui évoquait l'ambition de l'ère de la dépression et les programmes de travaux fédéraux. Au-dessus de l'arche, des lettres gravées éplaient le mile 46 bord 1938, et en dessous, en lettres plus petites que je pouvais à peine lire, abandonné 1962, entrée interdite. J'ai freiné, ralentissant le camion à une vitesse de marche à environ 50 mètres de l'entrée du tunnel. Chaque instinct me hurlait de faire demi-tour, de reculer jusqu'à trouver un endroit assez large pour tourner un 18 roues. Mais derrière moi s'étendaient 18 miles de route de montagne étroite sans endroit pour faire demi-tour. Et devant moi, un tunnel que mon GPS insistait pour dire être la route la plus rapide vers ma destination. L'écran montrait que je devais traverser directement, suivant un itinéraire qui apparemment ne se souciait pas de savoir si le tunnel était officiellement fermé ou non. Je suis resté assis là pendant 1 minute entière, le moteur au ralenti, fixant cette ouverture sombre dans la montagne. L'entrée du tunnel était complètement noire, sans lumière visible à l'intérieur, sans réflexion des lumières d'urgence ou d'éclairage de maintenance. C'était comme regarder une gorge, un passage qui avalait la lumière et n'offrait rien en retour. Le béton autour de l'entrée était taché par des décennies d'infiltration d'eau, et des lianes mortes pendaient de l'arche comme des tendons desséchés. La radio CB a grésillé, et à travers les parasites, j'ai cru entendre une voix. Juste quelques mots, déformés et lointains. Ne suis pas. La voix s'est estompée avant que je ne puisse répondre, ne laissant que ce bourdonnement électrique bas. J'ai essayé de transmettre à nouveau, mais les parasites étaient revenus, plus épais qu'avant, presque agressifs dans leur domination de bruit blanc. Mon GPS a recalculé. Au lieu d'indiquer 6h15, il indiquait maintenant 7h45, soit 1h30 plus tard que l'estimation initiale. L'itinéraire avait également changé, suggérant que je fasse demi-tour sur 18 miles et que je prenne une route complètement différente.
Mais faire demi-tour signifiait 1 heure de retour en arrière, puis une autre heure pour contourner la montagne, et à ce moment-là, je serais si en retard que la fenêtre de livraison serait fermée. Je perdrais le travail et je prendrais probablement une pénalité de la part de l'entreprise. J'ai regardé à nouveau l'entrée du tunnel. L'ouverture était clairement assez grande pour mon camion. La route menant à l'intérieur était pavée et de niveau. Il n'y avait aucune barrière physique bloquant l'entrée, juste ce panneau délavé avertissant contre les véhicules lourds et l'avis officiel d'abandon. Peut-être que la fermeture n'était qu'une formalité, quelque chose qu'ils n'avaient jamais pris la peine de faire respecter parce que personne n'utilisait plus cette route. Peut-être que les camions passaient par ici tout le temps et n'en parlaient simplement pas sur la CB. J'ai mis la transmission en marche et j'ai avancé doucement. Mes phares ont pénétré dans l'entrée du tunnel, éclairant des murs en béton tachés de dépôts minéraux et striés de rouille. La route à l'intérieur semblait intacte, avec des marquages de voies encore à peine visibles sous des couches de crasse. Je pouvais voir peut-être 100 mètres dans le tunnel avant que l'obscurité n'avale tout. Alors que je franchissais le seuil, entrant dans la montagne, la température à l'intérieur de la cabine a chuté de 10 degrés en un instant. L'air chaud de mes bouches d'aération est devenu froid, et j'ai pu voir ma respiration former de la buée devant mon visage. Le son a également changé. Le bruit du moteur, qui avait été mon compagnon constant toute la nuit, est soudainement devenu étouffé et étrange, comme si je l'entendais à travers l'eau. Mes phares semblaient plus faibles à l'intérieur du tunnel, leur faisceau ne portant pas aussi loin qu'ils le devraient. Les murs du tunnel se resserraient autour de moi, d'énormes dalles de béton qui s'élevaient dans l'obscurité au-dessus de la hauteur de ma remorque. Tous les quelques centaines de pieds, il y avait de vieux luminaires montés sur les murs, mais ils étaient tous éteints, leurs couvercles en verre brisés ou manquants. Certains des luminaires s'étaient détachés des murs et pendaient à des angles, maintenus par des boulons corrodés et des enchevêtrements de vieux câbles. Le pavé sous mes roues était recouvert d'une fine couche de poussière et de gravier qui faisait siffler mes pneus à chaque rotation. J'ai vérifié mes rétroviseurs et j'ai regardé l'entrée du tunnel rétrécir derrière moi, le demi-cercle de ciel gris de novembre devenant de plus en plus petit jusqu'à n'être plus qu'un cercle pâle dans le lointain. L'obscurité devant moi restait absolue, refusant de céder à mes phares, peu importe la distance que je parcourais. J'avais l'impression de ne faire aucun progrès, comme si le tunnel s'allongeait à mesure que j'avançais, restant toujours à la même distance du début à la fin. À ce que mon odomètre indiquait comme étant un quart de mile à l'intérieur, j'ai vu le premier véhicule. Il était garé sur la voie de droite, un camion semi-remorque qui semblait être stationné là depuis longtemps. La remorque était délavée, la peinture oxydée en un gris terne, et l'un des pneus était complètement à plat. Mais ce qui m'a fait ralentir, c'était le tracteur, car même sous la crasse et la poussière, je pouvais voir qu'il était du même modèle et de la même marque que le mien. Même Kenworth bleu, même année d'après ce que je pouvais dire, même configuration. Je suis passé devant le camion abandonné, assez près pour que mon rétroviseur frôle presque sa remorque. Alors que je me mettais à sa hauteur, mes phares ont éclairé la portière côté conducteur, et j'ai senti ma poitrine se serrer. La portière était ouverte, pendant à un angle sur des charnières brisées, et l'intérieur était complètement vide. Pas de conducteur, pas d'objet personnel, pas de déchets ou de papier, aucun signe qu'une personne ait jamais été assise sur ce siège. Juste du vinyle nu et des ressorts apparents, et une épaisse couche de poussière qui semblait s'être accumulée depuis des années. Mais la plaque d'immatriculation visible dans mon rétroviseur alors que je passais m'a glacé le sang. La plaque était de Pennsylvanie, avec une immatriculation en cours, et le numéro ne différait que de 3 chiffres du mien. J'ai vérifié mon rétroviseur à nouveau, pensant avoir mal lu dans la faible lumière, mais les chiffres étaient clairs. Ce camion avait été immatriculé quelques semaines après le mien, avait probablement été acheté chez le même concessionnaire, avait probablement parcouru les mêmes routes que moi. J'ai accéléré, mettant de la distance entre moi et le camion abandonné, essayant d'ignorer les implications. Beaucoup d'entreprises de transport achètent des flottes de véhicules identiques, me suis-je dit. Ce n'était qu'une coïncidence si ce camion en particulier ressemblait tant au mien. Le fait qu'il soit abandonné dans un tunnel fermé signifiait simplement qu'un conducteur était tombé en panne ici avant que le tunnel ne soit officiellement fermé, et qu'il n'avait jamais pris la peine de récupérer le véhicule. Rien de plus. Rien d'étrange à cela. La radio CB a grésillé à nouveau, et cette fois, la voix était plus claire. Ryland Mersey, ne t'arrête pas. Ne regarde pas en arrière. Continue d'avancer. La voix était masculine, d'âge moyen, avec un accent des Appalaches. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le rythme, comme si les mots étaient prononcés trop lentement, avec trop d'espace entre chaque syllabe.
J'ai saisi le combiné. Qui est-ce? Comment connaissez-vous mon nom? Les parasites ont rempli le haut-parleur pendant 5 secondes. Puis la voix est revenue. Regarde ton rétroviseur. Le camion que tu as dépassé. Regarde la portière. Contre toute intuition, j'ai jeté un coup d'œil dans mon rétroviseur. Le camion abandonné était toujours visible derrière moi, peut-être à 300 mètres, éclairé par mes feux arrière. La portière du conducteur était maintenant fermée, pendant droite sur des charnières qui avaient été brisées quelques instants plus tôt. Et debout à côté du camion, à peine visible dans la lueur rouge de mes feux de position, se trouvait une silhouette trop éloignée pour distinguer les détails, mais indéniablement humaine, parfaitement immobile, me regardant m'éloigner. J'ai détourné les yeux vers la route devant moi, mon cœur battant contre mes côtes. Le tunnel s'étendait devant moi, mes phares ne montrant rien d'autre que plus de béton, d'obscurité et de route sans fin. J'ai enfoncé l'accélérateur, sentant le moteur répondre, entendant le turbo s'emballer alors que je prenais de la vitesse. 45 000 par heure, 50, 55. Les murs du tunnel défilaient, et l'obscurité restait constante, ne reculant jamais, ne révélant jamais de fin. La radio CB a parlé à nouveau. La même voix, le même rythme décalé. Tu n'aurais pas dû venir ici, Ryland. Ce tunnel ne mène pas à une sortie. Il ne mène qu'à plus de profondeur. Tu comprendras bientôt. Tout le monde finit par comprendre. J'ai éteint la radio CB, coupant la voix en plein milieu de sa phrase. Mais même dans le silence qui a suivi, je pouvais encore entendre ce bourdonnement électrique bas provenant de partout et de nulle part, résonnant à travers le tunnel comme si la montagne elle-même respirait. Mon GPS avait complètement cessé de fonctionner. L'écran était figé sur un symbole de chargement qui tournait sans fin sans jamais se résoudre. Le tunnel continuait, les murs se resserrant, l'obscurité devant moi absolue et vorace. Et quelque part derrière moi, se rapprochant à chaque seconde malgré ma vitesse, je pouvais entendre le son d'un autre moteur, le grondement distinct d'un diesel qui correspondait exactement au mien, me suivant plus profondément dans la montagne où aucune lumière n'avait pénétré depuis 60 ans. J'ai gardé le pied sur l'accélérateur, poussant le camion à 60 000 par heure, ce qui était plus rapide que je n'aurais dû aller dans un tunnel abandonné avec un revêtement douteux. Mais le son de l'autre moteur derrière moi devenait plus fort, réduisant la distance malgré ma vitesse. Je pouvais l'entendre clairement maintenant, par-dessus le grondement de mon propre moteur, un miroir parfait du rythme de mon diesel, me suivant rapport pour rapport, révolution pour révolution. Mon odomètre indiquait que j'étais à 2 miles à l'intérieur du tunnel, ce qui signifiait que je devais approcher de l'autre extrémité. La plupart des tunnels à travers les Appalaches font entre 1 et 3 miles, traversant une seule crête plutôt que de s'étendre sur de longues distances. Mais l'obscurité devant moi ne montrait aucun signe de fin. Aucune lueur de la lumière grise de l'aube qui aurait dû attendre de l'autre côté de la montagne. Juste plus de béton, plus d'ombre, plus de routes disparaissant dans le néant. Les phares ont capté quelque chose sur le mur de droite, et j'ai légèrement relâché l'accélérateur pour mieux voir. C'était une alcôve de maintenance, l'un de ces espaces en retrait construits dans les murs des tunnels où les travailleurs pouvaient se réfugier s'ils devaient quitter la chaussée. L'alcôve faisait environ 6 pieds de profondeur et 10 pieds de large, avec une porte métallique encastrée dans le mur du fond. La porte était partiellement ouverte, et mes phares ont éclairé un espace étroit au-delà. Une sorte de couloir d'accès menant plus profondément dans la montagne. Alors que je passais devant l'alcôve, quelque chose a bougé à l'intérieur. Juste un éclair de mouvement, là est disparu dans la fraction de seconde qu'il a fallu à mes phares pour balayer l'espace. Mais j'ai vu assez pour savoir que c'était de forme humaine, debout dans l'ombre juste à l'intérieur de la porte, parfaitement immobile, sauf pour ce seul moment de mouvement. La figure n'a pas essayé de m'arrêter ou de m'appeler. Elle est simplement restée là à me regarder passer. J'ai vérifié mes rétroviseurs à nouveau. Le son du moteur derrière moi s'était rapproché, et maintenant je pouvais voir des phares au loin. 2 points de lumière jaunâtre qui ressemblaient exactement à mes propres feux de route. Les lumières étaient peut-être à 1/4 de mile derrière moi, arrivant rapidement. Et alors que je regardais, elles sont devenues plus brillantes. Celui qui conduisait ce camion ne ralentissait pas, ne maintenait pas une distance de sécurité, il fonçait simplement à travers le tunnel comme s'il essayait de me rattraper. La radio CB, que j'avais éteinte quelques minutes plus tôt, a grésillé à nouveau toute seule. La voix est revenue. Le même rythme décalé, les mêmes espaces entre les mots qui donnaient l'impression qu'ils venaient d'un endroit très lointain. Tu as passé la première alcôve, Ryland. Il y en a 47 autres entre ici et la fin.
Dans chacune d'elles, tu verras quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui a conduit dans ce tunnel avant toi. Quelqu'un qui n'en est jamais sorti. J'ai tendu la main pour éteindre la CB à nouveau, mais avant que je ne puisse appuyer sur le bouton d'alimentation, la voix a continué. Le camion derrière toi est le tien, Rylan. Même marque, même modèle, même immatriculation. Il te suit depuis que tu es entré. Il t'a toujours suivi. Il te suivra jusqu'à la fin, et alors tu comprendras. Cette fois, j'ai arraché le cordon d'alimentation de l'unité CB, tirant le câble de l'arrière de la radio et le laissant pendre. Mais même avec l'alimentation déconnectée, je pouvais encore entendre ce bourdonnement électrique bas provenant des haut-parleurs, du tableau de bord, des murs du tunnel eux-mêmes. Le son était maintenant partout, une fréquence qui résonnait dans mes dents et faisait vibrer le volant sous mes mains. À 3 miles à l'intérieur, selon mon odomètre, j'ai passé la deuxième alcôve. Cette fois, j'ai essayé de ne pas regarder, j'ai essayé de garder les yeux fixés sur la route devant moi, mais la vision périphérique est une chose cruelle. J'ai capté le mouvement à nouveau, une autre silhouette debout dans l'ombre, et cette fois, j'ai reconnu la forme. Elle portait une casquette de routier et un gilet réfléchissant, le genre de tenue que je porte tous les jours lorsque je fais des inspections ou que je travaille autour de mon camion. La silhouette a levé une main en un signe de la main alors que je passais, et j'ai vu mon propre visage me regarder depuis l'ombre, mon propre regard, figé entre la reconnaissance et la résignation. J'ai enfoncé l'accélérateur, le moteur rugissant en réponse, poussant le compteur de vitesse au-delà de 70. Les murs du tunnel sont devenus flous, une succession de béton et de taches de rouille. La ligne centrale jaune, à peine visible sous des décennies de crasse, défilait comme un effet stroboscopique. Derrière moi, ces phares sont restés constants, correspondant exactement à ma vitesse, ne gagnant jamais, ne reculant jamais, maintenant simplement cette distance parfaite d'un quart de mile. Le revêtement a commencé à changer au mile 4. Le béton lisse a cédé la place à de l'asphalte plus rugueux, puis est revenu au béton, puis à quelque chose qui semblait avoir été des briques à une époque. La surface sous mes roues changeait de texture tous les quelques centaines de mètres, et chaque changement apportait un son différent, une vibration différente à travers le châssis du camion. Certaines sections étaient lisses et silencieuses, d'autres faisaient grincer mes dents, et quelques-unes donnaient l'impression que je roulais sur du métal ondulé, même si la surface semblait être du revêtement ordinaire. Plus d'alcôves sont apparues, espacées à des intervalles irréguliers le long des deux murs. J'ai arrêté d'essayer de ne pas les regarder. Dans chacune d'elles, j'ai vu des variations de moi-même. Différentes versions portant des vêtements différents, debout à des angles différents. Certains m'ont fait signe, d'autres m'ont simplement regardé. L'un d'eux tenait un combiné CB contre sa bouche, les lèvres bougeant en des mots que je ne pouvais pas entendre. Et j'ai réalisé avec un frisson que c'était cette figure qui faisait ses appels radio, l'un de mes propres échos m'appelant depuis les ombres. Au mile 5, le tunnel s'est élargi. Les murs se sont écartés pour faire place à 3, puis 4 voies, s'ouvrant sur un espace qui ressemblait davantage à une caverne souterraine qu'à un tunnel routier. Le plafond s'est élevé plus haut, disparaissant dans l'obscurité au-dessus de la portée de mes phares. Sur le côté gauche de la route, j'ai pu voir ce qui semblait être une ancienne station-service, une île en béton avec des pompes rouillées et un petit bâtiment qui aurait pu être un poste de péage. Les pompes étaient anciennes, du genre avec des cadrans mécaniques derrière des faces en verre indiquant les prix et les cents par gallon. L'île de la station-service était occupée. Il y avait 3 camions garés aux pompes. Tous faisaient face à la même direction que celle dans laquelle je roulais. Tous avaient leurs phares éteints et leur cabine apparemment vide. Alors que je m'approchais, mes phares ont éclairé les camions en détail, et j'ai senti mon estomac se glacer. Les 3 camions étaient des Kenworth bleus. Même année, même modèle, même configuration que le mien. Et les 3 avaient des plaques de Pennsylvanie avec des numéros étrangement proches de mon propre numéro d'immatriculation. Je n'ai pas ralenti. J'ai maintenu ma vitesse, contournant l'île de service et restant sur la voie centrale. Mais en passant devant le premier camion, j'ai vu un mouvement à l'intérieur de la cabine. Quelqu'un était assis sur le siège du conducteur, les mains sur le volant, regardant droit devant à travers le pare-brise. La silhouette a tourné la tête alors que je passais, suivant mon mouvement, et j'ai aperçu son visage. C'était encore moi, mais plus âgé, usé, avec des yeux qui avaient trop vu et un visage qui avait oublié comment montrer des émotions. Le deuxième camion était le même. Une autre version de moi derrière le volant, celle-ci plus jeune, portant les vêtements que je portais il y a 5 ans, lorsque j'ai commencé à parcourir ces routes de montagne. Le troisième camion avait quelqu'un qui me ressemblait exactement à ce moment-là.
portant la même veste, la même casquette, la même expression de peur confuse que je pouvais sentir sur mon propre visage. Au mile 14, j'ai vu la station de pompage. Elle était construite dans le mur du fond de la chambre, une énorme structure industrielle avec des tuyaux, des vannes et des machines qui semblaient appartenir à une centrale électrique ou à une station de traitement des eaux. La machinerie était en marche, des pistons bougeant, des pompes cyclant, des vannes s'ouvrant et se fermant selon un rythme que je pouvais sentir à travers le plancher de mon camion. Le son était immense, un profond battement qui faisait vibrer l'air et créer des vibrations sympathiques dans mon corps. La route menait directement vers la station de pompage, serpentant entre les véhicules garés et les piliers de béton. Je pouvais voir une ouverture de l'autre côté de la machinerie, une autre entrée de tunnel qui menait probablement vers le mile 15 et au-delà. Mais entre moi et cette ouverture, debout sur la chaussée directement devant la station de pompage, se trouvait une silhouette. C'était moi, pas un écho dans une alcôve, pas une version lointaine aperçue dans les rétroviseurs, mais moi, debout sur la route, portant exactement les mêmes vêtements que ceux que je portais à ce moment-là, jusqu'aux coutures de ma veste. La silhouette a levé une main en un geste d'arrêt, paume vers l'extérieur, et j'ai pu voir mon propre visage clairement dans mes phares. L'expression était calme, presque paisible, complètement différente de la peur et de la confusion que je savais être affichée sur mon vrai visage. C'est le point de décision, a dit Mav sur la CB. C'est là que tu décides si tu vas continuer à être toi ou si tu vas devenir autre chose. Le toi qui se tient sur la route est la version qui a abandonné, qui a accepté le tunnel, qui a arrêté d'essayer de sortir. Si tu le frappes, si tu roules droit à travers lui, tu continues à avancer, mais tu le porteras avec toi. Tu auras tué une version de toi-même, et c'est un fardeau que la plupart des gens ne peuvent pas supporter. Et si je m'arrête, ai-je demandé. Et si j'essaie de lui parler? Alors il monte dans ton camion et tu deviens lui. Tu échanges les places. Il conduit dehors et tu te tiens sur la route en attendant que la prochaine version passe. C'est ainsi que fonctionne le tunnel. Il t'offre une issue, mais quelqu'un doit rester derrière. Quelqu'un doit toujours rester derrière. La silhouette sur la route n'avait pas bougé. Elle se tenait simplement là, à m'attendre, me regardant approcher avec mes propres yeux, un visage qui était le mien, avec des mains que je savais identiques aux miennes, jusqu'aux cicatrices et aux callosités de 12 ans de conduite de camion. Derrière elle, la station de pompage pulsait et battait, la machinerie inspirant et expirant, et j'ai enfin compris ce que Mav avait voulu dire. Le tunnel était vivant. Il respirait. Et chaque personne piégée à l'intérieur faisait partie de cette respiration, faisait partie du rythme, faisait partie de la chose qui maintenait cet endroit impossible entre les miles. J'étais à 50 mètres de la silhouette. Mon voyant de carburant brillait plus fort, plus insistant. Derrière moi, j'entendais le son de l'autre moteur revenir. Le camion poursuivant reprenait de la vitesse, revenant pour une nouvelle passe. J'avais quelques secondes pour décider. M'arrêter et échanger les places, le laisser conduire mon camion dehors pendant que je restais derrière pour attendre le prochain rilan Mercé, ou avancer, conduire à travers lui, tuer une version de moi-même, et porter ce fardeau pour ce qu'il restait de ma vie. Le volant était glissant sous mes paumes en sueur. La silhouette sur la route a baissé sa main, ne me signalant plus de m'arrêter. Au lieu de cela, elle a croisé les bras sur sa poitrine et a souri. Et le sourire était triste, connaisseur et acceptant. Elle me donnait la permission. Elle me disait que c'était bon de choisir ce que je choisirais. Elle avait déjà fait la paix avec le fait d'être l'écho, d'être la version qui restait derrière. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Le moteur a répondu par une poussée de puissance, et le camion a bondi en avant, réduisant la distance. 40 mètres, 30 mètres, 20 mètres. La silhouette n'a pas bougé, n'a pas essayé de s'écarter. Elle est simplement restée là à me regarder venir, ce sourire triste toujours sur son visage. Et à 10 mètres, j'ai fermé les yeux parce que je ne pouvais pas me regarder mourir. Même si la version qui mourait n'était pas tout à fait réelle, pas tout à fait moi, juste un écho que le tunnel avait créé à partir de ma peur et de mon désespoir, l'impact n'est jamais venu. Je n'ai rien senti. Aucun choc de collision, aucune résistance à heurter un corps. Lorsque j'ai rouvert les yeux une seconde plus tard, la silhouette avait disparu. Et j'étais passé par l'ouverture de l'autre côté de la station de pompage, entrant dans le mile 15 avec mon voyant de carburant juste au-dessus de la réserve, et le son de la machinerie s'estompa derrière moi. La radio CB a parlé dans ma propre voix, calme et paisible. Tu as réussi à passer. La plupart des gens ne le font pas. La plupart des gens s'arrêtent et échangent les places,
Mais tu as continué, et maintenant tu as dépassé le point de décision. Du mile 15 au mile 20, c'est la dernière ligne droite. C'est là que le tunnel décide s'il va te laisser sortir ou te garder pour toujours. Bonne chance, Rylan. Tu vas en avoir besoin. La sortie. Le tunnel devant moi était complètement sombre. Mes phares pénétraient à peine l'obscurité. Et quelque part dans cette obscurité, j'entendais des voix. Des centaines, peut-être des milliers, toutes m'appelant par mon nom à l'unisson, m'attirant vers l'avant dans les derniers miles du tunnel 46. Le mile 15 a commencé dans une obscurité absolue. Le genre de noir qui avale la lumière plutôt que de simplement ne pas en réfléchir. Mes phares semblaient se courber autour de quelque chose dans l'air, s'éloignant de la route devant moi, ne laissant qu'une lueur grise pâle qui éclairait à peine 10 pieds devant mon pare-choc. J'ai dû ralentir à 20 000 par heure juste pour voir où allait la route, et même alors, je conduisais surtout à l'instinct, sentant les murs de chaque côté plus que je ne les voyais. Les voix que j'avais entendues étaient plus claires maintenant. Elles n'appelaient plus mon nom. Au lieu de cela, elles récitaient des choses que j'avais dites, des conversations que j'avais eues, des pensées que j'avais gardées secrètes. J'ai entendu ma propre voix dire à ma fille que je serais là pour son anniversaire il y a 3 ans, une promesse que j'avais brisée à cause d'un chargement retardé. J'ai entendu mon moi argumenter avec mon dispatch sur les tarifs de paiement. J'ai entendu les mots privés que j'avais dit à ma femme au téléphone la semaine dernière, lui disant que j'étais fatigué de la route, fatigué de la solitude, pensant à trouver un travail local qui me permettrait de dormir dans mon propre lit chaque nuit. Le tunnel diffusait ma vie, tirant des souvenirs de ma tête et les diffusant à travers des haut-parleurs invisibles. Chaque regret, chaque promesse brisée, chaque moment de faiblesse ou de doute ou de peur, les voix se chevauchaient, créant une cacophonie qui rendait difficile la réflexion, difficile de se concentrer sur la tâche simple de garder le camion entre les lignes. Au mile 18, j'ai vu les autres camions. Il y en avait des dizaines garés le long des deux côtés du tunnel en un convoi silencieux qui s'étendait aussi loin que mes phares mourants pouvaient montrer. Chaque camion était un semi-remorque, des tracteurs de différentes marques et modèles de différentes époques. Certains semblaient neufs, leur peinture encore brillante, leur chrome encore éclatant. D'autres avaient des décennies, montrant de la rouille et de la décrépitude. Mais ils avaient tous une chose en commun. Ils étaient tous des Kenworth bleus, des Peterbilt ou des Freightliner. Tous avaient la même configuration de base que le mien. Comme si le tunnel avait une préférence, un modèle qu'il suivait en choisissant quel camion avaler. Des silhouettes se déplaçaient entre les camions, marchant de haut en bas de la ligne, vérifiant les poignées de porte, regardant à travers les fenêtres. Certains d'entre eux portaient des vêtements de routier, des jeans et des chemises à carreaux et des casquettes avec des logos d'entreprise. D'autres portaient des vêtements différents, des costumes, des robes et des uniformes militaires. Mais tous se déplaçaient avec la même démarche traînante, la même détermination mécanique, comme s'ils suivaient un script qu'ils avaient joué 1 millier de fois auparavant. Mon moteur est mort. Le son qui avait été mon compagnon constant depuis que j'étais entré dans le tunnel s'est simplement arrêté, laissant derrière lui un silence si complet qu'il semblait être un poids physique pressant contre mes tympans. Les lumières du tableau de bord ont clignoté 1 fois, 2 fois, puis se sont éteintes. Le chauffage s'est arrêté. La seule lumière restante était la lueur pâle de la lampe d'urgence à pile montée au-dessus de ma couchette. Je suis resté assis dans le silence soudain, écoutant ma propre respiration, sentant mon cœur battre contre mes côtes. À travers le pare-brise, je pouvais voir ces silhouettes se déplacer toujours entre les camions garés, et maintenant certaines d'entre elles s'étaient arrêtées et s'étaient tournées vers ma direction. Elles savaient que je m'étais arrêté. Elles savaient que mon moteur était mort. Elles commençaient à se diriger vers moi, sans se presser, marchant simplement avec cette même marche régulière, convergeant vers mon camion comme des papillons attirés par la dernière lumière dans un monde mourant. La radio CB a parlé une dernière fois, et cette fois, j'ai immédiatement reconnu la voix. C'était la mienne, mais plus âgée, usée, épuisée au-delà de tout ce que j'avais jamais ressenti. Sors et marche, Rylan. Tu as peut-être 2 miles jusqu'à la vraie sortie. Elle est toujours là. Toujours réelle, toujours mène à la route 60, à environ 10 miles au sud de l'endroit où tu es entré. Mais tu dois marcher. Tu dois laisser ton camion derrière toi et ne pas regarder en arrière. Peu importe ce que tu entends derrière toi, peu importe ce qui t'appelle par ton nom, peu importe ce qui ressemble à quelqu'un que tu connais, tu ne dois pas regarder en arrière. C'est la dernière épreuve. C'est ainsi que le tunnel sait si tu es assez fort pour partir. J'ai attrapé ma lampe torche, mon portefeuille, mon téléphone qui avait cessé de fonctionner des miles plus tôt.
J'ai laissé tout le reste, tous mes effets personnels, le livre de bord, les papiers pour le chargement que je ne livrerai jamais. J'ai ouvert la portière du conducteur et je suis descendu sur le pavé, mes jambes tremblant d'adrénaline et de peur, mes bottes heurtant le béton qui semblait faux, trop mou, trop chaud, comme si je marchais sur de la peau plutôt que sur de la pierre. Les silhouettes étaient plus proches maintenant, peut-être à 50 mètres, assez proches pour que je puisse voir leur visage à la lueur de ma lampe torche. J'en ai reconnu certains. Le vieil homme en salopette qui m'avait prévenu que le tunnel ne me laisserait pas sortir. La femme en uniforme de serveuse que j'avais vue dans une alcôve plus tôt. Le jeune soldat en uniforme de la Seconde Guerre mondiale et d'autres, des dizaines d'autres, tous convergeant vers ma position avec des yeux vides et des mains tendues. J'ai couru, non pas vers les silhouettes, mais au-delà d'elles, me faufilant entre les camions garés, me dirigeant dans la direction que mon odomètre indiquait comme étant l'avant. Le faisceau de ma lampe torche oscillait et dansait, montrant des aperçus de plus de véhicules, de plus d'alcôves, de plus de silhouettes debout, assises ou allongées dans l'ombre. Le sol du tunnel était recouvert de cette même substance grasse que j'avais sentie au mile 7, rendant chaque pas périlleux, mais j'ai gardé mon équilibre et j'ai continué à avancer. Derrière moi, j'ai entendu la portière de mon camion claquer. J'ai entendu le moteur démarrer, ce grondement diesel familier que j'avais connu pendant 12 ans, et j'ai entendu la transmission s'engager. Quelqu'un ou quelque chose était entré dans ma cabine et conduisait mon camion, probablement pour l'ajouter à la collection de véhicules garés le long des murs du tunnel. Mais j'ai suivi la règle. Je n'ai pas regardé en arrière. Au mile 20, j'ai vu de la lumière. Une vraie lumière, pas la lueur artificielle des lampes d'urgence ou la faible phosphorescence qui semblait provenir des murs du tunnel eux-mêmes, mais une lumière du jour honnête, grise et faible, filtrée par la pluie ou le brouillard, mais indéniablement la lumière du soleil. Le tunnel se terminait. Le passage se rétrécissait en un point. Et au-delà de ce point, je pouvais voir une ouverture grossièrement circulaire, peut-être de 8 pieds de large, avec une pâle lumière matinale visible au-delà. Je me suis précipité en avant, mes jambes brûlant, mes poumons souffrant de respirer l'air épais. L'ouverture était à 100 mètres, puis 50, puis 20. Je pouvais voir des arbres au-delà de la sortie, des branches nues de novembre, et je pouvais voir la pluie tomber, une pluie normale et froide de Pennsylvanie. Je pouvais la sentir, cette odeur propre de la pluie sur les feuilles mortes, si différente de l'air souterrain vicié que j'avais respiré. À 10 mètres de la sortie, j'ai entendu un son qui m'a figé. C'était le sifflement distinctif des freins à air d'un camion qui s'arrête, et il venait de derrière moi, tout près. J'ai entendu une portière s'ouvrir, des bottes heurter le pavé, des pas s'approcher, puis j'ai entendu ma propre voix. Le même ton épuisé de la radio CB parlant à quelques pieds derrière moi. Ne sors pas là-bas, Ryland. Ce n'est pas réel. Le tunnel te montre une sortie, mais ce n'est qu'une autre boucle. Si tu passes, tu te retrouveras à l'entrée, au mile 0, et tu devras tout recommencer. Je l'ai fait 6 fois. Chaque fois, je pensais que j'allais enfin sortir. Chaque fois, je me suis retrouvé au début. La seule façon de vraiment partir est d'arrêter d'essayer. Accepte que tu es ici. Accepte que tu es chez toi. C'est là que tu appartiens maintenant. Chaque fibre de mon être voulait se retourner. Voulait voir si c'était vraiment moi qui se tenais derrière moi. Voulait vérifier la source de cette voix. Mais je me suis souvenu de la règle. Ne pas regarder en arrière. Peu importe ce que tu entends, peu importe ce qui t'appelle par ton nom, ne regarde pas en arrière. J'ai fait un pas en avant, puis un autre. Mes yeux fixés sur ce cercle de lumière grise devant moi. La voix derrière moi est devenue urgente, presque paniquée. Ryland, arrête-toi. Je suis toi. Je suis le vrai toi. Tu es l'écho. Tu es la version qui pense être réelle, mais tu ne le es pas. Si tu passes par cette ouverture, tu cesseras d'exister. J'essaie de te sauver. À 5 mètres de la sortie, je pouvais sentir la température changer. Je pouvais sentir l'air froid réel s'écouler de l'extérieur, repoussant l'air chaud et malsain du tunnel. Je pouvais entendre la pluie plus clairement maintenant. Ce doux clapotis sur les feuilles et la terre qui signifiait que j'allais quitter ce cauchemar souterrain. Les pas derrière moi se sont mis à courir. Ne le fais pas. Ne sors pas. Je me suis élancé en avant, plongeant à travers l'ouverture, me recroquevillant et roulant alors que je touchais l'herbe mouillée de l'autre côté. Je me suis relevé à genoux sous la pluie, haletant, et j'ai tourné sur moi-même pour regarder l'entrée du tunnel que je venais de quitter. Il n'y avait rien là. Aucune bouche de tunnel, aucune ouverture dans la montagne,
aucune trace du passage que je venais d'emprunter. J'étais à genoux au milieu d'une forêt, entouré d'arbres nus et de broussailles, la pluie trempant mes vêtements. Derrière moi, il n'y avait que plus de forêt, le flanc de la colline intact, sans aucune structure artificielle. Je me suis levé sur des jambes tremblantes et j'ai tourné en cercle, essayant de m'orienter. La forêt semblait fausse d'une certaine manière, les arbres trop serrés, la végétation trop dense. Et au loin, à travers la pluie et les branches nues, je pouvais voir une route pavée avec des marquages de voies effacées grimpant dans les collines. Je me suis dirigé vers la route, poussant à travers les buissons, mes vêtements mouillés collant à ma peau. Lorsque j'ai atteint le pavé, j'ai regardé des deux côtés et j'ai senti mon estomac se nouer. À ma droite, la route tournait et disparaissait dans la forêt. À ma gauche, peut-être à un quart de mille de distance, je pouvais voir une structure, une immense arche en béton construite dans le flanc de la montagne avec des lettres gravées à peine visibles à travers la pluie. Je me suis approché, sachant déjà ce que je verrais, sentant déjà la certitude malsaine s'installer dans mon ventre. Les lettres au-dessus de l'arche éplaient The Mile 46 bord 1938 et en dessous, en plus petit, abandonné 1962, entrée interdite. J'étais debout à l'entrée du tunnel, la même entrée par laquelle j'étais passé des heures, des jours ou des années plus tôt. Le temps n'avait aucun sens en cet endroit. Le tunnel m'avait recraché exactement là où j'étais entré, complétant la boucle, prouvant que la voix derrière moi avait eu raison. Il n'y avait pas de sortie. Il n'y avait que le cycle sans fin, le retour éternel, la route qui menait pour toujours dans la montagne et n'émergeait nulle part. Dans ma poche, mon téléphone a vibré. Je l'ai sorti avec des doigts engourdis et j'ai vu que j'avais maintenant du réseau. Des barres pleines et une notification montrant un message texte de mon dispatch. Le message était horodaté à 23h47, l'heure exacte à laquelle il m'avait envoyé l'offre de chargement initiale. Le message disait « J'ai un chargement urgent pour toi si tu veux. Tuyaux industriels de Pittsburgh à Wheeling. Bon tarif. Trajet direct par la Backbone Ridge Highway. Ça t'intéresse ?» J'ai regardé l'entrée du tunnel. L'ouverture sombre, attendant dans la montagne. Quelque part à l'intérieur, je savais que mon Kenworth bleu était garé parmi les autres. Mon nom toujours sur l'immatriculation. Mon livre de bord montrant toujours l'entrée de cette nuit ou de la nuit dernière ou quand cela avait été lorsque j'étais entré. Quelque part à l'intérieur, il y avait une alcôve avec mon nom, attendant que mon écho prenne sa place dans l'ombre. Et quelque part sur une route sombre dans l'ouest de la Pennsylvanie, un autre Ryland Mercer recevait un message texte de son dispatch, voyant une offre d'emploi bien payée, démarrant son camion et se dirigeant vers une route qu'il n'avait jamais entendue. Backbone Ridge Highway, Mile 0. Un itinéraire alternatif qui promettait de faire gagner du temps, promettait de l'amener à sa destination plus rapidement, ne promettant rien d'autre qu'un trajet facile à travers les montagnes. J'ai remis mon téléphone dans ma poche. La pluie devenait plus forte et la température baissait. J'avais besoin de trouver un abri. Devoir comprendre où j'étais et comment retourner à la civilisation. Mais d'abord, je me suis approché de l'entrée du tunnel et je me suis tenu là, regardant dans l'obscurité. Je pouvais entendre ce son à nouveau, ce bourdonnement électrique bas, la respiration de la montagne. Et je pouvais entendre des voix, faibles et lointaines, appelant depuis quelque part au fond. L'une de ces voix était la mienne. L'un de ces échos se tenant dans une alcôve, attendant dans l'ombre, guettant l'apparition de phares au loin. L'une de ces versions de moi était restée derrière pour que cette version puisse marcher sous la pluie. Ou peut-être était-ce l'inverse. Peut-être que la version dans le tunnel était le vrai moi, et celle debout ici sous la pluie n'était qu'un écho, une copie que la montagne avait faite, un faux souvenir d'évasion qui s'estomperait et disparaîtrait dès que je m'éloignerais suffisamment. Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher sur la route, loin du tunnel, suivant le pavé effacé alors qu'il serpentait à travers la forêt. Derrière moi, j'ai entendu le son d'un moteur qui démarrait, ce grondement diesel familier, et j'ai entendu le sifflement des freins à air qui se relâchaient. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai simplement continué à marcher, suivant la route où qu'elle mène, tandis que la pluie tombait plus fort et que l'obscurité s'accumulait dans les arbres. Et quelque part dans la montagne derrière moi, le tunnel 46, bord, respirait et attendait le prochain camion. En 1959, une jeune policière de la route nommée Maeve Huxley a poursuivi un excès de vitesse dans le tunnel 46. Ni elle ni le conducteur ne sont jamais ressortis. Depuis, elle erre dans les profondeurs, devenant une partie intégrante du tunnel. Chaque alcôve abrite une version d'elle-même, chacune répétant les mêmes gestes,
les mêmes mots, comme un enregistrement brisé. Je suis le député Colborford, de la police d'État de Pennsylvanie. Je suis dans ce tunnel depuis 1959. Quant au nombre de personnes, eh bien, cela dépend de la manière dont vous comptez. Il y a peut-être 30 ou 40 camions ici que je connais, dispersés sur les miles. Mais il y a des centaines de nous, peut-être des milliers si vous comptez toutes les versions. Chaque fois que quelqu'un passe, il laisse des morceaux de lui-même derrière. Des échos, des copies, peu importe comment vous les appelez. Le tunnel nous collecte. Au mile 11, j'ai vu la voiture de patrouille. Elle était garée sur l'accotement droit, une voiture de police noire et blanche de Pennsylvanie des années 50, avec un gyrophare unique sur le toit et l'ancien insigne en forme d'étoile peint sur la portière. La voiture était en parfait état. Pas de rouille, pas de poussière, comme si elle avait été garée là la veille plus tôt qu'il y a 60 ans. La portière du conducteur était ouverte et la lumière intérieure était allumée, éclairant un siège vide et un bloc-notes posé sur le tableau de bord. Une silhouette se tenait à côté de la voiture, et pendant un moment, j'ai pensé que c'était un autre écho d'alcôve, mais cette silhouette se tenait sur la chaussée, droit dans ma voie, agitant les deux bras au-dessus de sa tête en un signal universel de détresse. Alors que je m'approchais, j'ai pu voir que c'était une femme en uniforme de patrouilleuse routière, et elle criait quelque chose que je ne pouvais pas entendre par-dessus le bruit du moteur. C'est une autre moi, a dit Mav sur la CB. C'est le moi qui pense encore pouvoir intercepter de l'aide. Qui pense encore que quelqu'un s'arrêterait et lui donnerait un coup de main pour sortir d'ici. Ne ralentis pas. Ne fais pas de contact visuel. Passe simplement devant elle comme si elle n'était pas là. J'ai maintenu ma vitesse à 40 000 par heure. La silhouette sur la chaussée n'a pas bougé alors que je m'approchais. Elle est simplement restée là à agiter les bras, à crier, et alors que je me suis approché assez pour voir son visage clairement, j'ai vu le désespoir dans ses yeux, la certitude absolue que je m'arrêterais et l'aiderais. Lorsque cela est devenu clair que je ne ralentissais pas, son expression est passée de l'espoir à la colère, et elle s'est écartée à la dernière seconde possible, me laissant passer. Dans mon rétroviseur, je l'ai vue se retourner pour faire face à ma direction, et maintenant elle courait après mon camion, sprintant à une vitesse qu'aucun humain ne devrait pouvoir maintenir. Elle me rattrapait, réduisant la distance malgré mon allure de 40 000 par heure. Et je pouvais voir sa bouche bouger, formant des mots que je préférais ne pas entendre. J'ai enfoncé l'accélérateur, portant ma vitesse à 50, puis 60. La silhouette en train de courir est restée derrière, incapable de suivre le rythme accru, et finalement elle a disparu de mes rétroviseurs, avalée par l'obscurité derrière moi, mais je pouvais encore l'entendre sur la radio CB, haletant entre les mots. Tu aurais dû t'arrêter. Tu aurais dû m'aider. Maintenant, je devrais attendre le prochain. Je devrais attendre ici jusqu'à ce que quelqu'un d'autre passe. Tu sais combien de temps durent les attentes entre les camions? Tu sais ce que c'est que de se tenir dans ce tunnel pendant des mois, pendant des années, en attendant que des phares apparaissent. J'ai changé de canal sur la CB, mais sa voix m'a suivi, saignant à travers chaque fréquence. Canal 19, Canal 17, Canal 9. Tous portaient la même supplique désespérée et haletante. J'ai baissé le volume au minimum, mais je pouvais encore l'entendre. Le son venait du haut-parleur, même sans alimentation, même avec le bouton de volume tourné à 0. Au mile 12, l'atmosphère du tunnel a changé. L'air est devenu plus épais, plus difficile à respirer, comme si la teneur en oxygène avait chuté. Mon moteur a commencé à tout sauter et à octer, et j'ai dû rétrograder pour maintenir ma vitesse. Les murs se resserraient à nouveau, passant de 2 voies à 1 voie et demie, et le plafond s'abaissait jusqu'à ce que je puisse presque sentir qu'il appuyait sur le haut de ma remorque. Les alcôves ici étaient occupées par des figures que je ne reconnaissais pas. Pas des versions de moi-même, pas Mav en uniforme de patrouilleuse, mais des inconnus. Des hommes et des femmes en vêtements de différentes époques, debout dans l'ombre avec leur visage tourné vers la route, me regardant passer. Une alcôve abritait un homme en costume des années 40, les cheveux gominés, la cravate parfaitement nouée. Une autre abritait une femme en uniforme de serveuse de dîner routier, son tablier encore blanc malgré les décennies. Une troisième abritait un jeune homme en uniforme militaire, des treillis de l'armée avec des galons de caporal, comme s'il venait de sortir d'une affiche de recrutement de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les passagers, a dit Mav, sa voix coupant à travers les parasites. Les gens qui voyageaient avec les conducteurs lorsqu'ils sont entrés. Le tunnel prend tout le monde. Conducteurs, passagers, autostoppeurs, clandestins. Tout le monde laisse un écho. Au mile 14,
le tunnel s'est élargi à nouveau, s'ouvrant sur une grande chambre qui ressemblait davantage à un parking souterrain qu'à un tunnel routier. Le plafond s'élevait à au moins 50 pieds au-dessus de la chaussée, soutenu par d'énormes piliers de béton qui s'enfonçaient dans les ombres. Entre les piliers, je pouvais voir d'autres véhicules, des voitures, des camions, des bus, des motos, tous garés à des angles étranges, tous sombres et apparemment abandonnés. Et puis j'ai vu la station de pompage. Elle était construite dans le mur du fond de la chambre, une énorme structure industrielle avec des tuyaux, des vannes et des machines qui semblaient appartenir à une centrale électrique ou à une installation de traitement de l'eau. La machinerie était en marche, des pistons bougeant, des pompes cyclant, des vannes s'ouvrant et se fermant selon un rythme que je pouvais sentir à travers le plancher de mon camion. Le son était immense, un profond battement qui faisait vibrer l'air et créait des vibrations sympathiques dans mon corps. La route menait directement vers la station de pompage, serpentant entre les véhicules garés et les piliers de béton. Je pouvais voir une ouverture de l'autre côté de la machinerie, une autre entrée de tunnel qui menait probablement vers le mile 15 et au-delà. Mais entre moi et cette ouverture, debout sur la chaussée directement devant la station de pompage, se trouvait une silhouette. C'était moi, pas un écho dans une alcôve, pas une version lointaine aperçue dans les rétroviseurs, mais moi, debout sur la route, portant exactement les mêmes vêtements que ceux que je portais à ce moment-là, jusqu'aux coutures de ma veste. La silhouette sur la route a levé une main en un geste d'arrêt, paume vers l'extérieur, et j'ai pu voir mon propre visage clairement dans mes phares. L'expression était calme, presque paisible, complètement différente de la peur et de la confusion que je savais être affichée sur mon vrai visage. C'est le point de décision, a dit Mav sur la CB. C'est là que tu décides si tu vas continuer à être toi ou si tu vas devenir autre chose. Le toi qui se tient sur la route est la version qui a abandonné, qui a accepté le tunnel, qui a arrêté d'essayer de sortir. Si tu le frappes, si tu roules droit à travers lui, tu continues à avancer, mais tu le porteras avec toi. Tu auras tué une version de toi-même, et c'est un fardeau que la plupart des gens ne peuvent pas supporter. Et si je m'arrête, ai-je demandé. Et si j'essaie de lui parler? Alors il monte dans ton camion et tu deviens lui. Tu échanges les places. Il conduit dehors et tu te tiens sur la route en attendant que la prochaine version passe. C'est ainsi que fonctionne le tunnel. Il t'offre une issue, mais quelqu'un doit rester derrière. Quelqu'un doit toujours rester derrière. Au mile 10, j'ai rencontré une section du tunnel inondée. L'eau recouvrait la chaussée sur une profondeur d'au moins 2 pieds. Je pouvais voir la surface onduler dans mes phares, et j'entendais le son de mes pneus qui fouettaient l'eau, projetant des vagues qui s'écrasaient contre les murs. L'eau était si froide que je pouvais voir ma respiration former une buée encore plus épaisse à l'intérieur de la cabine, et de la glace se formait sur chaque surface métallique. Quelque chose a bougé sous l'eau alors que je roulais. J'ai vu la surface s'agiter, j'ai vu une forme glisser juste sous la ligne de visibilité, suivant mon camion. Elle était trop grande pour être un poisson, trop fluide dans ses mouvements pour être des débris. La forme a gardé mon rythme pendant peut-être 50 mètres, puis a disparu, plongeant plus profondément ou glissant dans une ouverture submergée dans le mur du tunnel. Ne pense pas à ce qu'il y a dans l'eau, a dit Mav sur la CB. C'est une des choses que le tunnel crée. Il prend toute la peur et tous les mauvais choix et toutes les mauvaises fins, et il en fait pousser des choses. Des choses qui n'ont pas de nom parce qu'elles n'ont jamais existé en dehors de cet endroit. Continue simplement à avancer. Au mile 11, j'ai vu la voiture de patrouille. Elle était garée sur l'accotement droit, une voiture de police noire et blanche de Pennsylvanie des années 50, avec un gyrophare unique sur le toit et l'ancien insigne en forme d'étoile peint sur la portière. La voiture était en parfait état. Pas de rouille, pas de poussière, comme si elle avait été garée là la veille plus tôt qu'il y a 60 ans. La portière du conducteur était ouverte et la lumière intérieure était allumée, éclairant un siège vide et un bloc-notes posé sur le tableau de bord. Une silhouette se tenait à côté de la voiture, et pendant un moment, j'ai pensé que c'était un autre écho d'alcôve, mais cette silhouette se tenait sur la chaussée, droit dans ma voie, agitant les 2 bras au-dessus de sa tête en un signal universel de détresse. Alors que je m'approchais, j'ai pu voir que c'était une femme en uniforme de patrouilleuse routière, et elle criait quelque chose que je ne pouvais pas entendre par-dessus le bruit du moteur. C'est une autre moi, a dit Mav sur la CB. C'est le moi qui pense encore pouvoir intercepter de l'aide. Qui pense encore que quelqu'un s'arrêterait et lui donnerait un coup de main pour sortir d'ici. Ne ralentis pas. Ne fais pas de contact visuel. Passe simplement devant elle comme si elle n'était pas là. J'ai maintenu ma vitesse à 40 000 par heure.
La silhouette sur la chaussée n'a pas bougé alors que je m'approchais. Elle est simplement restée là à agiter les bras, à crier, et alors que je me suis approché assez pour voir son visage clairement, j'ai vu le désespoir dans ses yeux, la certitude absolue que je m'arrêterais et l'aiderais. Lorsque cela est devenu clair que je ne ralentissais pas, son expression est passée de l'espoir à la colère, et elle s'est écartée à la dernière seconde possible, me laissant passer. Dans mon rétroviseur, je l'ai vue se retourner pour faire face à ma direction, et maintenant elle courait après mon camion, sprintant à une vitesse qu'aucun humain ne devrait pouvoir maintenir. Elle me rattrapait, réduisant la distance malgré mon allure de 40 000 par heure. Et je pouvais voir sa bouche bouger, formant des mots que je préférais ne pas entendre. Au mile 23, j'ai vu le premier panneau indiquant l'entrée d'un tunnel. Le panneau était ancien, avec cette forme de bouclier distinctif des années 40, et la peinture s'était estompée en un beige terne. Tunnel à 3 miles, éclairage obligatoire, interdit aux véhicules lourds. J'ai senti mon estomac se nouer en lisant cette dernière partie. Interdit aux véhicules lourds signifiait interdit aux camions comme le mien, mais mon GPS indiquait toujours cet itinéraire comme actif, comptant les miles jusqu'à Wheeling, promettant que j'arriverais à l'heure. J'ai saisi mon combiné CB et j'ai essayé le canal 19, le canal principal des routiers. Ici Rilland-Mersey, sur la Backbone Ridge Highway. Quelqu'un connaît cette route? Le silence m'a répondu, épais et lourd comme le bruit de la pluie sur un toit en métal. J'ai essayé le canal 17, puis le canal 9, le canal d'urgence. Rien que des parasites sur chaque fréquence, et sous les parasites, un bourdonnement bas qui aurait pu être une interférence électrique ou autre chose. L'entrée du tunnel est apparue au mile 26, et j'ai senti mon souffle se bloquer en la voyant. Le portail était massif, assez grand pour 2 voies de circulation. Construit à partir d'énormes blocs de pierre taillés qui avaient noirci avec l'âge jusqu'à la couleur du sang séché, l'entrée était encadrée par une arche en béton avec un style art déco, le genre d'ingénierie qui évoquait l'ambition de l'ère de la dépression et les programmes de travaux fédéraux. Au-dessus de l'arche, des lettres gravées éplaient le mile 46 bord 1938, et en dessous, en lettres plus petites que je pouvais à peine lire, abandonné 1962, entrée interdite. J'ai freiné, ralentissant le camion à une vitesse de marche à environ 50 mètres de l'entrée du tunnel. Chaque instinct me hurlait de faire demi-tour, de reculer jusqu'à trouver un endroit assez large pour tourner un 18 roues. Mais derrière moi s'étendaient 18 miles de route de montagne étroite sans endroit pour faire demi-tour. Et devant moi, un tunnel que mon GPS insistait pour dire être la route la plus rapide vers ma destination. L'écran montrait que je devais traverser directement, suivant un itinéraire qui apparemment ne se souciait pas de savoir si le tunnel était officiellement fermé ou non. Je suis resté assis là pendant 1 minute entière, le moteur au ralenti, fixant cette ouverture sombre dans la montagne. L'entrée du tunnel était complètement noire, sans lumière visible à l'intérieur, sans réflexion des lumières d'urgence ou d'éclairage de maintenance. C'était comme regarder une gorge, un passage qui avalait la lumière et n'offrait rien en retour. Le tunnel continuait, les murs se resserrant, l'obscurité devant moi absolue et vorace. Et quelque part derrière moi, se rapprochant à chaque seconde malgré ma vitesse, je pouvais entendre le son d'un autre moteur, le grondement distinct d'un diesel qui correspondait exactement au mien, me suivant plus profondément dans la montagne où aucune lumière n'avait pénétré depuis 60 ans. J'ai gardé le pied sur l'accélérateur, poussant le camion à 60 000 par heure, ce qui était plus rapide que je n'aurais dû aller dans un tunnel abandonné avec un revêtement douteux. Mais le son de l'autre moteur derrière moi devenait plus fort, réduisant la distance malgré ma vitesse. Je pouvais l'entendre clairement maintenant, par-dessus le grondement de mon propre moteur, un miroir parfait du rythme de mon diesel, me suivant rapport pour rapport, révolution pour révolution. Mon odomètre indiquait que j'étais à 2 miles à l'intérieur du tunnel, ce qui signifiait que je devais approcher de l'autre extrémité. La plupart des tunnels à travers les Appalaches font entre 1 et 3 miles, traversant une seule crête plutôt que de s'étendre sur de longues distances. Mais l'obscurité devant moi ne montrait aucun signe de fin. Aucune lueur de la lumière grise de l'aube qui aurait dû attendre de l'autre côté de la montagne. Juste plus de béton, plus d'ombre, plus de routes disparaissant dans le néant. Les phares ont capté quelque chose sur le mur de droite, et j'ai légèrement relâché l'accélérateur pour mieux voir. C'était une alcôve de maintenance, l'un de ces espaces en retrait construits dans les murs des tunnels où les travailleurs pouvaient se réfugier s'ils devaient quitter la chaussée. L'alcôve faisait environ 6 pieds de profondeur et 10 pieds de large, avec une porte métallique encastrée dans le mur du fond. La porte était partiellement ouverte, et mes phares ont éclairé un espace étroit au-delà.
Une sorte de couloir d'accès menant plus profondément dans la montagne. Alors que je passais devant l'alcôve, quelque chose a bougé à l'intérieur. Juste un éclair de mouvement, là est disparu dans la fraction de seconde qu'il a fallu à mes phares pour balayer l'espace. Mais j'ai vu assez pour savoir que c'était de forme humaine, debout dans l'ombre juste à l'intérieur de la porte, parfaitement immobile, sauf pour ce seul moment de mouvement. La figure n'a pas essayé de m'arrêter ou de m'appeler. Elle est simplement restée là à me regarder passer. À ce que mon odomètre indiquait comme étant un quart de mile à l'intérieur, j'ai vu le premier véhicule. Il était garé sur la voie de droite, un camion semi-remorque qui semblait être stationné là depuis longtemps. La remorque était délavée, la peinture oxydée en un gris terne, et l'un des pneus était complètement à plat. Mais ce qui m'a fait ralentir, c'était le tracteur, car même sous la crasse et la poussière, je pouvais voir qu'il était du même modèle et de la même marque que le mien. Même Kenworth bleu, même année d'après ce que je pouvais dire, même configuration. Je suis passé devant le camion abandonné, assez près pour que mon rétroviseur frôle presque sa remorque. Alors que je me mettais à sa hauteur, mes phares ont éclairé la portière côté conducteur, et j'ai senti ma poitrine se serrer. La portière était ouverte, pendant à un angle sur des charnières brisées, et l'intérieur était complètement vide. Pas de conducteur, pas d'objet personnel, pas de déchets ou de papier, aucun signe qu'une personne ait jamais été assise sur ce siège. Juste du vinyle nu et des ressorts apparents, et une épaisse couche de poussière qui semblait s'être accumulée depuis des années. Mais la plaque d'immatriculation visible dans mon rétroviseur alors que je passais m'a glacé le sang. La plaque était de Pennsylvanie, avec une immatriculation en cours, et le numéro ne différait que de 3 chiffres du mien. J'ai vérifié mon rétroviseur à nouveau, pensant avoir mal lu dans la faible lumière, mais les chiffres étaient clairs. Ce camion avait été immatriculé quelques semaines après le mien, avait probablement été acheté chez le même concessionnaire, avait probablement parcouru les mêmes routes que moi. J'ai accéléré, mettant de la distance entre moi et le camion abandonné, essayant d'ignorer les implications. Beaucoup d'entreprises de transport achètent des flottes de véhicules identiques, me suis-je dit. Ce n'était qu'une coïncidence si ce camion en particulier ressemblait tant au mien. Le fait qu'il soit abandonné dans un tunnel fermé signifiait simplement qu'un conducteur était tombé en panne ici avant que le tunnel ne soit officiellement fermé, et qu'il n'avait jamais pris la peine de récupérer le véhicule. Rien de plus. Rien d'étrange à cela. La radio CB a grésillé à nouveau, et cette fois, la voix était plus claire. Ryland Mersey, ne t'arrête pas. Ne regarde pas en arrière. Continue d'avancer. La voix était masculine, d'âge moyen, avec un accent des Appalaches. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le rythme, comme si les mots étaient prononcés trop lentement, avec trop d'espace entre chaque syllabe. J'ai saisi le combiné. Qui est-ce? Comment connaissez-vous mon nom? Les parasites ont rempli le haut-parleur pendant 5 secondes. Puis la voix est revenue. Regarde ton rétroviseur. Le camion que tu as dépassé. Regarde la portière. Contre toute intuition, j'ai jeté un coup d'œil dans mon rétroviseur. Le camion abandonné était toujours visible derrière moi, peut-être à 300 mètres, éclairé par mes feux arrière. La portière du conducteur était maintenant fermée, pendante droite sur des charnières qui avaient été brisées quelques instants plus tôt. Et debout à côté du camion, à peine visible dans la lueur rouge de mes feux de position, se trouvait une silhouette trop éloignée pour distinguer les détails, mais indéniablement humaine, parfaitement immobile, me regardant m'éloigner. J'ai détourné les yeux vers la route devant moi, mon cœur battant contre mes côtes. Le tunnel s'étendait devant moi, mes phares ne montrant rien d'autre que plus de béton, d'obscurité et de route sans fin. J'ai enfoncé l'accélérateur, sentant le moteur répondre, entendant le turbo s'emballer alors que je prenais de la vitesse. 45 000 par heure, 50, 55. Les murs du tunnel défilaient, et l'obscurité restait constante, ne reculant jamais, ne révélant jamais de fin. Au mile 20, j'ai vu de la lumière. Une vraie lumière, pas la lueur artificielle des lampes d'urgence ou la faible phosphorescence qui semblait provenir des murs du tunnel eux-mêmes, mais une lumière du jour honnête, grise et faible, filtrée par la pluie ou le brouillard, mais indéniablement la lumière du soleil. Le tunnel se terminait. Le passage se rétrécissait en un point. Et au-delà de ce point, je pouvais voir une ouverture grossièrement circulaire, peut-être de 8 pieds de large, avec une pâle lumière matinale visible au-delà. Je me suis précipité en avant, mes jambes brûlant, mes poumons souffrant de respirer l'air épais. L'ouverture était à 100 mètres, puis 50, puis 20.
Je pouvais voir des arbres au-delà de la sortie, des branches nues de novembre, et je pouvais voir la pluie tomber, une pluie normale et froide de Pennsylvanie. Je pouvais la sentir, cette odeur propre de la pluie sur les feuilles mortes, si différente de l'air souterrain vicié que j'avais respiré. À 10 mètres de la sortie, j'ai entendu un son qui m'a figé. C'était le sifflement distinctif des freins à air d'un camion qui s'arrête, et il venait de derrière moi, tout près. J'ai entendu une portière s'ouvrir, des bottes heurter le pavé, des pas s'approcher, puis j'ai entendu ma propre voix. Le même ton épuisé de la radio CB parlant à quelques pieds derrière moi. Ne sors pas là-bas, Ryland. Ce n'est pas réel. Le tunnel te montre une sortie, mais ce n'est qu'une autre boucle. Si tu passes, tu te retrouveras à l'entrée, au mile 0, et tu devras tout recommencer. Je l'ai fait 6 fois. Chaque fois, je pensais que j'allais enfin sortir. Chaque fois, je me suis retrouvé au début. La seule façon de vraiment partir est d'arrêter d'essayer. Accepte que tu es ici. Accepte que tu es chez toi. C'est là que tu appartiens maintenant. Chaque fibre de mon être voulait se retourner. Voulait voir si c'était vraiment moi qui se tenais derrière moi. Voulait vérifier la source de cette voix. Mais je me suis souvenu de la règle. Ne pas regarder en arrière. Peu importe ce que tu entends, peu importe ce qui t'appelle par ton nom, ne regarde pas en arrière. J'ai fait un pas en avant, puis un autre. Mes yeux fixés sur ce cercle de lumière grise devant moi. La voix derrière moi est devenue urgente, presque paniquée. Ryland, arrête-toi. Je suis toi. Je suis le vrai toi. Tu es l'écho. Tu es la version qui pense être réelle, mais tu ne le es pas. Si tu passes par cette ouverture, tu cesseras d'exister. J'essaie de te sauver. À 5 mètres de la sortie, je pouvais sentir la température changer. Je pouvais sentir l'air froid réel s'écouler de l'extérieur, repoussant l'air chaud et malsain du tunnel. Je pouvais entendre la pluie plus clairement maintenant. Ce doux clapotis sur les feuilles et la terre qui signifiait que j'allais quitter ce cauchemar souterrain. Les pas derrière moi se sont mis à courir. Ne le fais pas. Ne sors pas. Je me suis élancé en avant, plongeant à travers l'ouverture, me recroquevillant et roulant alors que je touchais l'herbe mouillée de l'autre côté. Je me suis relevé à genoux sous la pluie, haletant, et j'ai tourné sur moi-même pour regarder l'entrée du tunnel que je venais de quitter. Il n'y avait rien là. Aucune bouche de tunnel, aucune ouverture dans la montagne, aucune trace du passage que je venais d'emprunter. J'étais à genoux au milieu d'une forêt, entouré d'arbres nus et de broussailles, la pluie trempant mes vêtements. Derrière moi, il n'y avait que plus de forêt, le flanc de la colline intact, sans aucune structure artificielle. Je me suis levé sur des jambes tremblantes et j'ai tourné en cercle, essayant de m'orienter. La forêt semblait fausse d'une certaine manière, les arbres trop serrés, la végétation trop dense. Et au loin, à travers la pluie et les branches nues, je pouvais voir une route pavée avec des marquages de voies effacées grimpant dans les collines. Je me suis dirigé vers la route, poussant à travers les buissons, mes vêtements mouillés collant à ma peau. Lorsque j'ai atteint le pavé, j'ai regardé des deux côtés et j'ai senti mon estomac se nouer. À ma droite, la route tournait et disparaissait dans la forêt. À ma gauche, peut-être à un quart de mile de distance, je pouvais voir une structure, une immense arche en béton construite dans le flanc de la montagne avec des lettres gravées à peine visibles à travers la pluie. Je me suis approché, sachant déjà ce que je verrais, sentant déjà la certitude malsaine s'installer dans mon ventre. Les lettres au-dessus de l'arche éplaient le mile 46 bord 1938 et en dessous, en plus petit, abandonné 1962, entrée interdite. J'étais debout à l'entrée du tunnel, la même entrée par laquelle j'étais passé des heures, des jours ou des années plus tôt. Le temps n'avait aucun sens en cet endroit. Le tunnel m'avait recraché exactement là où j'étais entré, complétant la boucle, prouvant que la voix derrière moi avait eu raison. Il n'y avait pas de sortie. Il n'y avait que le cycle sans fin, le retour éternel, la route qui menait pour toujours dans la montagne et n'émergeait nulle part. Dans ma poche, mon téléphone a vibré. Je l'ai sorti avec des doigts engourdis et j'ai vu que j'avais maintenant du réseau. Des barres pleines et une notification montrant un message texte de mon dispatch. Le message était horodaté à 23h47, l'heure exacte à laquelle il m'avait envoyé l'offre de chargement initiale. Le message disait « J'ai un chargement urgent pour toi si tu veux. Tuyaux industriels de Pittsburgh à Wheeling. Bon tarif. Trajet direct par la Backbone Ridge Highway. Ça t'intéresse ?» J'ai regardé l'entrée du tunnel. L'ouverture sombre, attendant dans la montagne.
Quelque part à l'intérieur, je savais que mon Kenworth bleu était garé parmi les autres. Mon nom toujours sur l'immatriculation. Mon livre de bord montrant toujours l'entrée de cette nuit ou de la nuit dernière ou quand cela avait été lorsque j'étais entré. Quelque part à l'intérieur, il y avait une alcôve avec mon nom, attendant que mon écho prenne sa place dans l'ombre. Et quelque part sur une route sombre dans l'ouest de la Pennsylvanie, un autre Ryland Mercer recevait un message texte de son dispatch, voyant une offre d'emploi bien payée, démarrant son camion et se dirigeant vers une route qu'il n'avait jamais entendue. Backbone Ridge Highway, mile 0. Un itinéraire alternatif qui promettait de faire gagner du temps, promettait de l'amener à sa destination plus rapidement, ne promettant rien d'autre qu'un trajet facile à travers les montagnes. Conclusion. Ces histoires, bien que terrifiantes, sont un rappel des mystères qui persistent dans les recoins oubliés de notre monde. Chaque tunnel, chaque route abandonnée, chaque lieu maudit a ses propres légendes et ses propres vérités cachées. Peut-être que certains endroits ne sont pas faits pour être trouvés, et que certaines routes ne mènent nulle part, sauf à l'intérieur de nous-mêmes.